Salut et bienvenue sur Anakaland. La série Shadow and Bone va bientôt démarrer sa saison 2 sur Netflix, et c'est donc l'occasion pour moi de vous proposer un récap détaillé et une analyse de la première saison. Cette série sortie sur Netflix en 2021 a été créée par Eric Esserer, connu notamment pour des productions de science-fiction horrifiques telles que Bird Box ou le très discutable The Thing de 2011. Une adaptation des romans de Leigh Bardugo qui se passe dans une pseudo-Russie du 19e siècle, mais dont la quasi-totalité des acteurs sont britanniques, pour la majorité débutants ou pseudo-débutants, mais qui s'en sortent vraiment bien, principalement concernant la poignée de personnages principaux, Alina, Mal et les Krauss, ainsi que le plus expérimenté Ben Barnes, découvert notamment dans Westworld ou en tant qu'antagoniste principal du Punisher. A noter également la présence de l'excellente Zoe Wanamaker, que l'on a pour beaucoup découvert dans le rôle de Madame Bibine, prof de vol sur balai dans Harry Potter. Cette première saison adaptait les événements du premier livre de la trilogie littéraire, tout en intégrant également les personnages et événements du spin-off en 2 tomes, Six of Crows. Ces 8 premiers épisodes ont principalement fait office de présentation de cet univers à la fois riche et complexe, à l'aide de nombreux récits qui s'entremêlent grâce aux caprices du destin, ou des scénaristes, c'est à voir dans quel camp vous vous placez. Cette vidéo sera donc constituée d'un récap et d'une analyse des événements de la saison, ce qui ne sera pas simple au vu de la complexité de l'œuvre, mais je ferai de mon mieux, puis d'une séquence théorie concernant la saison 2 et bien plus. Donc sans plus attendre, abonne-toi et dis-moi ce que tu as pensé de cette série en commentaire. Le royaume de Ravka, analogie d'une Russie pré-bolchevique, est déchiré en deux depuis des siècles par le Shadowfold, un territoire envahi de ténèbres séparant l'Est de l'Ouest où se trouve la mer et le reste du monde. Ce pays est également en guerre au nord contre Fjerda, pays d'influence scandinave, et au sud contre le royaume de Shuan, réinvention de la Chine, d'où est originaire la jeune Alina, toute fraîche cartographe de la première armée de Ravka, dans laquelle son ami d'enfance Mal est aussi soldat. Tous deux sont descendants d'immigrés ayant traversé le Fold et perdu la vie, et souffrent donc du rejet et de la haine gratuite de leurs concitoyens. En réaction à cela, ils ont développé un fort sentiment d'amitié ainsi qu'un vigoureux rejet de la magie et de ses utilisateurs, les Grishas. Les Grishas sont des sortes de sorciers utilisateurs de la petite science, comme ils l'appellent, qui leur permet de manipuler un élément. Les hurleurs qui manipulent le vent et les inféries le feu portent des tenues bleues, les guérisseurs et autres fondeurs qui manipulent le sang sont en rouge, ou encore les fabricateurs en violet qui créent des objets enchantés. Mais cette forme de magie reste très réaliste, à défaut d'autres mots. Elle reste plutôt terre à terre, rien de trop extravagant. En tout cas pour le moment, car avec le général noir et l'invocatrice, on change un peu de game. Et cet univers est d'autant plus crédible qu'il présente un système de caste très marqué entre les gens du peuple, les moldus, et les Grishas qui vivent coupés du monde dans leur palais, entre eux et en sécurité, et qui ne manquent de rien, ce qui les éloigne du commun des mortels. Mais Alina, notre héroïne, est une orpheline issue de ce même peuple, elle connaît la souffrance et la faim. De même que son meilleur ami Mal, et tous deux détestent et craignent les Grishas, mais doivent malheureusement les côtoyer. Car les Grishas sont enrôlés dans l'armée et composent la force principale de leur royaume, sous le commandement du Général Noir, premier invocateur des ténèbres depuis le méchant hérétique noir qui avait créé le Fold. Et tout commence alors que Mal est désigné pour faire partie d'une unité qui doit traverser le royaume des ténèbres pour y chercher des vivres de l'autre côté. Mais Alina, inquiète, refuse de le laisser y aller sans elle et va donc mettre en place un stratagème pour pouvoir l'accompagner dans le Fold. Ils embarquent donc tous sur le skiff, un genre de bateau à voile qui fonctionne grâce au pouvoir des hurleurs et qui navigue sur le sol. J'y reviendrai, mais ça ne semble vraiment pas le moyen de transport le plus ergonomique dans ce cas précis. Et en pleine mission, tout dégénère alors que les créatures monstrueuses qui habitent le Fold, les Volcra, attaquent leur skiff et provoquent un carnage. Et alors que Mal est grièvement blessé, Alina manque de se faire emporter par un Volcra, et une chose inattendue se produit, une puissante lumière jaillit du corps de la jeune cartographe et éradique tous les monstres. Car elle est en réalité l'élue, celle que tous attendaient depuis des générations, l'invocatrice de lumière. La clé pour détruire le Fold. Et concernant l'héroïne Alina, c'est elle qui provoque toute la chaîne d'événements de la série. Pour ne pas laisser Mal traverser le Fold seule, elle brûle des cartes de l'Ouest, car en tant que cartographe, elle devra l'accompagner pour les remplacer. Mais tous sont envoyés là-bas, et c'est un autre cartographe, son petit lèche-bot, qui panique et qui allume la lanterne qui fout la merde en attirant les Volcra. Ce qui va déclencher l'éveil de ses pouvoirs d'invocatrice de lumière. Donc c'est bien entièrement sa faute, ou grâce à elle, selon le point de vue, que l'intrigue de la série commence. Et c'est aussi ce cartographe qui fuit le skiff pour traverser le Fold à pied, à croire que ce n'était pas si compliqué de le traverser, et qui se retrouve dans la cave du marchand de Kersh qui embauche Kaz et ses corbeaux. Toute cette phase d'exposition et les suivantes à l'ouest sont très efficaces. À chaque fois qu'un personnage évoque un lieu ou une personne, on nous le montre juste après. Un bon moyen de se faire une rapide idée de la géographie de ce monde si complexe. Donc, de l'autre côté du Fold, loin à l'ouest, sur l'île de Kersh, on découvre la ville de Ketterdam qui semble plus moderne, avec une influence entre Angleterre victorienne et Far West américain, et dans laquelle vivent un groupe de marginaux, de malandrins, de fripouilles, les Krauss, ou corbeaux.
Dirigé par le mystérieux Kaz, gentleman boiteux mais très fin psychologue et stratège de génie, accompagné de son fidèle Jasper, le dandy tireur d'élite, addict aux jeux d'argent et très distrait, ainsi que de la fabuleuse Inej, une étrangère autrefois vendue à une maison de plaisir et aujourd'hui au service de Kaz. Non pas en tant que fille de joie, mais de fantôme, une sorte de ninja armé d'un nombre incalculable de couteaux. Les concernant, j'ai beaucoup aimé ces personnages, déjà de par le jeu des acteurs qui, bien que sans trop d'expérience, sont plutôt très convaincants. Et surtout de par leur écriture, ils ne sont pas de simples instruments qui servent le scénario, ils ont de la profondeur et sont de vrais individus. Par exemple Jasper le flingueur insouciant et souriant, qui n'aime pas le sang et y préfère le jeu ou les beaux jeunes hommes. Ou la manieuse de couteau religieusement croyante qui refuse de tuer, sans parler du passé mystérieux de leur chef, Kaz, dont la canne est tout de même l'un des symboles forts de la série. Ces personnages issus du spin-off du livre sont les Six of Crows, qui ne sont alors que 3 et portent vraiment une grande part de la saison. Et toute la petite bande va s'embarquer dans une mission suicide pour traverser le Fold et enlever Alina, l'invocatrice de lumière. Mais leur projet d'enlèvement va très vite se transformer en mission de sauvetage. Pour commencer, afin de traverser le Fold, ils s'associent à un passeur, le contrôleur, qui pilote un train de fortune pour traverser le territoire noir. Et c'est là que l'on s'est tous demandé pourquoi ils n'utilisent pas tous un train justement, si la technologie existe, plutôt que leur petit bateau à voile dans lequel les passagers sont bien trop vulnérables. Ou alors en passant par-dessus tout simplement. Mais c'est probablement afin que les Grisha gardent le monopole de la traversée, vu que le skiff avance grâce à leur pouvoir. Donc pendant qu'on les suit dans l'élaboration de leur plan et leur infiltration du Little Palace, on y suit également Alina, qui après sa première explosion de lumière, est officiellement reconnue comme la sainte invocatrice. Et le général noir qui est Regan la ramène dans le palais qui abrite tous les Grisha et dans lequel elle s'installe pour s'entraîner et apprendre à maîtriser son pouvoir. C'est lors de ce temps passé au Little Palace qu'Alina va également faire la connaissance de l'Apparat, le conseiller spirituel du roi, qui est un type vraiment bizarre, mais permet à l'invocatrice de prendre connaissance de l'existence des amplificateurs, des créatures animales créées par un très ancien Grisha et dont la mort peut apporter de grands pouvoirs à celui qui les a tués. Et très vite, Alina se met à voir en rêve l'un d'entre eux, le Grand Cerf Blanc, une créature magnifique qu'elle va ensuite dessiner. Dessin que Kerrigan lui volera pour lancer des soldats à sa recherche. Et le destin, encore une fois, a décidé de mettre Mal sur la piste du cerf, loin au nord. Et concernant ces deux amis, les lettres qu'ils s'écrivent l'un l'autre sans jamais les recevoir ont l'effet d'un journal intime. Ils deviennent en quelque sorte les narrateurs de leurs histoires. Et c'est malheureusement lorsqu'elle va croire à tort qu'il ne lui écrit pas, et qu'il l'a oublié, qu'elle va réussir à se détacher des sentiments qu'elle éprouve et enfin réussir à utiliser ses pouvoirs. Ceci coïncide aussi avec les avances d'Alexander, le général, qui va s'insinuer de plus en plus dans la tête d'Alina après avoir intercepté son courrier. Kerrigan, interprété par le très charmant Ben Barnes, qui se la joue très charmeur dès le début envers l'héroïne, qui se fait vite avoir par son numéro. Alors qu'en tant que spectateur, on sent direct qu'il cache son vrai visage. Il est surtout un tueur qui a su faire de son pouvoir et de son talent pour la mort un atout, en saisissant l'opportunité de mettre les Grisha au service du roi, en faisant des soldats. Mais Kerrigan est surtout un putain de manipulateur. Je déteste ce genre de personnalité, mais en général, ça fait de bons antagonistes. Ce qui est clairement le cas ici. Par exemple, quand il séduit Alina, il ne le fait pas car elle lui plaît ou autre, mais seulement car il veut la posséder, pour ce qu'elle représente et pour son pouvoir uniquement. En vrai, il en a rien à faire d'elle, c'est juste le méchant de l'histoire. Et oui, car en réalité, c'est lui l'hérétique noir qui a créé le Fold des siècles plus tôt, et il a besoin du pouvoir d'Alina pour pénétrer dans celui-ci et le manipuler ainsi que ses créatures pour en faire une arme avec laquelle il dominera le monde. A ce niveau, vous allez me dire, rien de bien surprenant, un plan bateau de grand méchant. Mais il est plutôt bien écrit, donc rien à dire de ce côté-là. On découvre aussi au fur et à mesure que la saison avance que les Grisha, en tout cas certains, sont de vrais enfoirés racistes et intolérants. C'est un joli tableau qui apparaît sous les keftas brodés d'or et les belles manières du petit palais. Et on se rend également vite compte que pas mal de personnages ont leur propre agenda concernant Alina, avec principalement Baghra, la vieille Grisha, qui gère l'apprentissage de leur pouvoir. Elle va aider Alina à se libérer du poids de ses émotions qui la bloquent, et surtout, après que Mal ait localisé le cerf, elle décide de montrer son vrai jeu, en révélant plusieurs vérités à Alina, comme l'identité de l'hérétique noir, son fils, et surtout son plan secret et sa volonté de s'emparer des amplificateurs. Elle réussit donc à convaincre Alina de s'échapper du Little Palace pour poursuivre sa propre destinée. Celle-ci finit donc par fuir le palais et l'emprise de l'invocateur noir. Et c'est ici qu'on a une scène vraiment marrante, encore le fruit de ce destin capricieux. Alors que les Crows se sont infiltrés dans le palais avec une troupe de saltimbanques, ils mettent au point un plan complexe qui échoue en beauté. Et ils pensent repartir bredouille, mais Alina dans sa fuite se cache dans une calèche, leur calèche, sous les yeux amusés de Jasper. Et une fois loin du palais, les trois compères font la connaissance rapide d'Alina, la sainte invocatrice de lumière qui leur fausse ensuite compagnie. Et peu de temps après la disparition d'Alina, les Crows se font attaquer par le général et ses Grisha, ce qui nous offre une séquence très sympa dans laquelle ils affrontent chacun un Grisha, démontrant leur grand talent pour des moldus. Donc ces affrontements nous en montrent plus sur leur technique de combat. Jasper, qui s'avère être un tireur plus que d'élite, le mec a réussi à viser le même point sur son adversaire à plusieurs reprises pour fragiliser son kefta, le manteau magique par balle des Grisha.
Et ses tirs se font à l'aveugle, guidés au bruit, et avec des ricochets. Le mec est trop cheaté, j'aimais déjà beaucoup son caractère et sa personnalité, mais là, il passe à un autre niveau. On voit également Kaz survivre à une confrontation avec le général et s'en sortir avec un simple fumigène. Un moyen très efficace de montrer aux spectateurs qu'être humain ne signifie pas être inférieur aux Grisha. Et encore d'un autre côté, la série nous présente de manière un peu laborieuse et pas très subtile les crocs manquants, à savoir Nina la fondeuse et Mathias le Druskel Firdan. La première est victime d'un enlèvement par le second car elle est une Grisha, puis le destin va les réunir dans l'adversité au travers d'une tempête qui va faire sombrer le navire sur lequel ils voyageaient. Cette partie du récit est probablement la moins bien écrite de la série. Dès le début, l'évolution de la relation entre l'espionne et le guerrier est cousue de fil blanc. Entre la femme fatale et provocatrice et le mâle blanc arriéré et rétrograde, leur relation ne faisait pas un doute. Mais tant pis, ça reste pour le moment anecdotique et cela va probablement changer pour la suite. Une fois qu'ils auront réellement rejoint le reste des crocs, et si on y ajoute Zoya qui les rejoint à la fin, ça fera enfin 6 corbeaux. Ensuite on a un passage qui aurait peut-être mérité un peu plus de temps à l'écran. Le flashback sur les origines du Shadowfold, créé par le Darkling, autre nom de l'hérétique, après qu'il ait vu sa bien-aimée tuée par les soldats du roi de l'époque. Dans ce passé lointain, on constate vraiment ce racisme aveugle dont les Grisha étaient victimes à Ravka. Le même qui fait encore rage, dans le nord, à Firda notamment. Et c'est donc le cœur brisé et avec une volonté grandissante de se créer une armée pour protéger son peuple qu'il utilise ce que sa mère appelle la vraie magie, en opposition à la petite science des Grisha, et qu'il transforme ses ennemis en Volcra et que le Fold jaillit de son corps pour se répandre sur le monde. Un flashback qui tente d'humaniser le général noir et qui veut nous le rendre plus sympathique, nous faire comprendre ses motivations. Mais alors qu'il discute avec sa mère, on comprend bien que sa soif de pouvoir et son talent pour la mort ne sont ni récents, ni le fruit du rejet et de la peine. C'est juste un bon gros méchant de fantasy comme on les aime. Et en plus il contrôle les ténèbres, donc ça semblait assez évident depuis le début. Peu après ça, on retrouve à nouveau Alina qui a été rejointe par Mal après que celui-ci ait vécu de nombreuses péripéties. De sa rencontre avec le cerf et la mort de ses amis, jusqu'au palais où il a rencontré le général qui l'a empêché de revoir son ami, avant de survivre à une tentative d'assassinat. Et après tout ça, il réussit à suivre la piste d'Alina et la rejoint après qu'elle ait quitté les corbeaux. Leurs retrouvailles n'ont rien de bien extraordinaire cependant, je m'attendais à mieux, eux qui s'aiment tant mais n'en montrent rien. Et on a un peu l'impression qu'ils ne se sont pas vus depuis à peine quelques jours, alors que dans leurs lettres c'était vraiment plus affectueux, et que leurs vies ont radicalement changé depuis leur dernière conversation. Ensemble ils se lancent donc à la recherche du cerf pour s'emparer de son pouvoir, et surtout empêcher Kerrigan d'en faire autant. La rencontre avec le cerf est plutôt émouvante, cet animal majestueux qui fait briller Alina comme un soleil. Mais évidemment Kerrigan arrive à ce moment-là et blesse autant l'animal que Mal, laissant Alina face à un choix, le pouvoir et sa mission, ou la vie de son ami. Et en bonne héroïne, elle choisit son ami évidemment, et Kerrigan tue le cerf. Il utilise ensuite les bois de celui-ci afin de renforcer ses pouvoirs et ceux d'Alina, mais en la liant et la soumettant à lui. Il prend donc le contrôle de son pouvoir en l'enchaînant par magie en lui incrustant les bois dans la poitrine. Ce passage est un peu glauque je pense pour les plus sensibles, mais graphiquement c'est vraiment top. Ça donne un côté très dur à la scène et à cette mythologie entourant les amplificateurs. Enfin, le grand final approche alors que Kerrigan prévoit d'utiliser Alina et ses pouvoirs au cœur du Fold. Là, on retrouve tous les personnages réunis au même endroit pour traverser les ténèbres. Presque toutes les storylines se rejoignent à nouveau pour l'acte final de la saison. Les trois crocs s'infiltrent sur le bateau par la ruse, et Mal, qui était emprisonné par le général pour garder une emprise sur Alina, s'évade avec un joli tour de passe-passe. Tout est lié comme je l'ai déjà dit, on peut certes voir ça comme des facilités scénaristiques, mais j'ai choisi de croire en la main du destin en la matière. Car la balle de revolver avec laquelle il brise ses liens et s'évade était au cou de Milo, la chèvre avec laquelle Jasper avait sympathisé bien plus tôt dans la saison, et à qui il avait fait ce cadeau d'adieu. Ainsi les destins des corbeaux et celui des deux amoureux maudits ne feraient qu'un du début à la fin de la série. Et donc, une fois tout le monde sur le skiff et au cœur du Fold, Kerrigan ne le détruit pas, mais le répand sur la ville à l'ouest, où se trouvent les traîtres qui avaient des envies d'indépendance. Mais il sacrifie également tout son peuple qui y vit et fait même un discours très peu convaincant sur sa suprématie à des ambassadeurs étrangers, qui étonnamment le prennent plus pour un taré, un hérétique que pour le héros qu'il croit être. Et ce mot hérétique semble le faire vriller, donc il tue tout le monde. Puis on a la bataille finale, tous contre lui et son fondeur de confiance. Le combat tourne mal pour les héros, malgré leurs nombreux talents et leur nombre, jusqu'à ce qu'Alina embrasse son destin et prenne conscience que le cerf lui avait confié ses pouvoirs à elle, et ce, sans qu'elle le tue. Donc elle arrache l'amplificateur de la main de Kerrigan dans un geste magistral, coupant le lien entre eux, et utilise son pouvoir et celui du cerf pour sauver tout le monde du Fold. À ce moment j'ai presque cru que c'était fini et qu'elle allait déjà détruire le Fold. Entre la mise en scène et sa tirade de femme indépendante et badass, je pensais que c'était déjà la fin de la série. Mais non, elle ne fait que repousser les ténèbres le temps qu'ils en sortent tous ensemble, laissant le général dans les griffes des Volcra, les monstres qu'il a créés des siècles plus tôt.
Tout se finit alors autour d'un feu de camp, surplombant la ville envahie par le Fold. On y retrouve nos 5 héros, accompagnés de Zoya, la hurleuse Grisha qui avait souvent mis des bâtons dans les roues d'Alina, principalement par jalousie mais pas vraiment par méchanceté, et qui vient de perdre sa famille et a donc ouvert les yeux sur le général noir. Et enfin, tous rejoignent la côte pour embarquer sur un bateau, un vrai cette fois-ci, en direction de Kerch, où ils croisent également la route de Nina, aussi en route pour Ketterdam, avec son Mathias, emprisonné dans la soute. À suivre dans la saison 2. Waouh, une saison vraiment complexe à résumer, mais j'espère avoir été à la hauteur. Je passe donc à une partie bien plus simple et plus intéressante, les théories pour la suite de la série. Tout d'abord, concernant les amplificateurs vivants qui seront au cœur de la saison 2, alors qu'Alina va partir à leur recherche, 3 sont des animaux, ce qui seront l'objet de la quête de l'héroïne. Mais sur le livre, on en voit bien 4. Et le 4e est représenté par une main squelettique, faisant très certainement référence aux forgerons des eaux, leur créateur, mais également ancêtre du général Kerrigan. Donc de là à imaginer que c'est bien lui le 4e grand amplificateur vivant, il n'y a qu'un pas. Et en cela, je me demande si jamais il est tué par un Grisha, pourra-t-il utiliser ses os pour amplifier ses pouvoirs? Et pourquoi pas en faire ainsi un futur antagoniste si la série ne se conclut pas avec la mort de l'hérétique noir. De plus, à ce sujet, Mal, qui n'a jamais été testé dans son enfance lui non plus, est peut-être aussi un Grisha refoulé. Et au vu de l'effet d'amplification de Kerrigan et de l'espèce d'attirance entre lui et Alina, peut-être lié à leur pouvoir à la fois opposés et complémentaires, une question et un lien possible se posent. Peut-être que Mal se révélera lui aussi être un Grisha de l'ombre, ou simplement un amplificateur pour Alina, car c'est bien à son contact que ses pouvoirs se sont révélés, et il semble aussi plus fort et stable quand ils se touchent. Ou alors c'est seulement dû aux sentiments très puissants qui les unissent. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire. Et concernant un autre personnage, Jasper semble humain tout du long, mais alors qu'il affronte le fondeur dans la lingerie, ce dernier semble vouloir dire quelque chose avant d'être assommé. C'est comme s'il savait quelque chose sur Jasper, et qu'il est quelque chose, donc pas un humain, ni un Grisha. Probablement quelque chose de bien plus fantastique. Perso, il me fait penser à un Leprechaun, un genre de lutin magique, mais je délire probablement, à voir comment la mythologie de la série va évoluer. Enfin, dernière petite théorie, dans le premier épisode, Kaz a une petite réaction, lui qui est toujours très stoïque, quand il entend le nom de Alina Starkov pour la première fois. Est-ce que cela veut dire quelque chose? Est-ce qu'il connaissait ses parents ou autre? Sachant qu'il a probablement changé de nom pour se réinventer, rappelez-vous qu'il a un passif avec le fameux P.K. Rollins mais que lui ne se souvient pas de lui. Ça devait donc être il y a très longtemps, et certainement sous un autre nom. Serait-il donc le frère caché d'Alina? MDR, ça serait trop facile, mais je n'arrive pas à m'enlever cette idée de la tête depuis que j'ai vu son air surpris. Voilà, donc une première saison très riche pour la série Shadow and Bone, la saga Grisha, et qui promet une ou plusieurs saisons très intéressantes à suivre à l'avenir. Le rendez-vous de la seconde saison est déjà pris pour le 16 mars et je me ferai bien sûr une joie de revenir dessus pour d'autres analyses et théories toujours aussi farfelues, faites-moi confiance. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, dans tous les cas vous savez quoi faire, abonnement, commentaire et tutti quanti. Sur ce, je vous laisse, à très bientôt sur Anakaland. Bye.